Bonjour Dalila, vous avez travaillé sur le thème de la scolarisation des filles. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous allez nous apprendre? Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ni lire ni écrire, donc je suis super. Et en plus, comme moi, j'ai pas terminé les études, j'ai continué avec mes enfants jusqu'à la fin pour avoir ce diplôme. C'est important pour vous. Important pour les filles, voilà, pour les enfants de l'avenir, voilà. Et les femmes aussi qui ne savent pas ni écrire ni lire, pour approcher, apprendre à lire et écrire. Bon, comme ça, ils font les démarches tout seuls. Ils n'attendent pas quelqu'un qui frappe à la porte. Et ça devrait les aider aussi à trouver du travail. Oui. Dans toutes les démarches, ils savent lire et écrire. Mais que quelqu'un attend que j'apporte quelqu'un avec moi pour me parler, pour me remplir un formulaire, pour me lire une lettre, non. Merci beaucoup. Dans le cadre de la journée de la femme, j'ai souhaité travailler sur le thème de la scolarisation des femmes. Environ 72 millions d'enfants dans le monde âgés d'aller à l'école primaire ne sont pas scolarisés. Ces jeunes issus des milieux défavorisés doivent bien souvent travailler pour aider leur famille à survivre. Plus de la moitié des enfants non scolarisés, 55% sont des filles. Plus de 70% des enfants déscolarisés vivent en Afrique au sud et en Asie du Sud. Parmi les enfants scolarisés, beaucoup quittent l'école avant même d'avoir appris à lire, écrire ou compter. Dans les pays en développement, environ 15% des enfants ne terminent pas le cycle primaire. En Afrique subsaharienne, 33%. Les filles sont moins assidues car elles aident aux travaux domestiques. Elles sont moins nombreuses à finir le cycle primaire. Millions d'adultes analphabètes et deux tiers sont des femmes. Il y a beaucoup moins de risques de mortalité pour elles et leurs enfants. Leur taux de fécondité est plus faible. Elles font tout pour scolariser leurs filles. Elles font valoir le droit des femmes dans leur communauté. Elles développent des activités économiques. À l'entrée à l'école, la différence entre garçons et filles diminue, mais il reste encore des différences importantes. En Afrique du Nord, 66% des enfants non scolarisés sont des filles. Les inégalités sociales renforcent ce problème. Les enfants des zones rurales, plus particulièrement les filles, ont 2 fois moins de chances d'aller à l'école que ceux des villes. En Afrique subsaharienne, même si un quart des enfants n'étaient pas encore scolarisés en 2008, le taux de scolarisation est passé de 58% en 1999 à 67% en 2008. Des progrès ont également été réalisés en Asie du Sud et en Afrique du Nord. À l'école primaire, donc on remarque vraiment qu'il augmente entre 2000 et 2007. Donc on peut remarquer que pour les pays du Maghreb, il a atteint plus ou moins le maximum comme les pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Mais par contre, en Afrique subsaharienne, on voit quand même une grosse évolution. Mais ces pays-là restent encore en retrait. Donc c'est dû surtout au manque d'infrastructures et au manque d'enseignants. En 15 ans, le taux d'inscription des filles est passé de 33 à 56%. En Afrique, le programme de l'alimentaire mondial a développé des programmes nourriture donnés aux parents en échange de la scolarisation de leurs filles. Les programmes d'allègement des tâches ménagères, les moulins comme les bornes fontaines pour le pompage de l'eau ont été un impact fort sur la scolarisation des filles. Bonjour, si vous voulez bien vous présenter, dire ce que vous avez préparé comme travail pour cet après-midi. Je suis Madame Dalla. Je présente un exemple de la maternité. On a vu un film et c'est pour ça qu'on explique comment les gens ils vivent en Afrique du Sud. Les gens ils ont un mal traité. Il y a beaucoup de difficultés. C'est sur la santé. Bonjour, je suis Madame Seydani. Je choisis ce thème pour 3 raisons. De voir de plus près la réalité de la femme dans les pays, se développer et les conséquences directes pendant la procréation et le futur des générations. La négligence des gouvernements pour solutionner ce problème et le silence des pays développés.
Nous avons choisi ce sujet pour dévoiler la cruelle réalité des femmes enceintes et les problèmes de procréation dans les pays sous-développés, car ce sujet n'est pas bien connu des pays occidentaux. L'objectif 5 du millénaire, réduire à 75% le taux de mortalité maternelle dans le monde. Le graphique explique le nombre de décès dans 3 régions différentes. En Afrique du Sud, quand une femme tombe enceinte, elle a une chance sur 100 de mourir. Dans les pays en voie de développement, elle a une chance sur 200 de mourir. Les causes de mortalité. En Afrique, l'hémorragie est la principale cause de décès, 34% pendant l'accouchement. Il y a aussi les infections du sang, l'hypertension et le sida. On dépense beaucoup pour soigner le sida, pour la régulation des naissances, mais très peu pour les soins en urgence. C'est la première cause de décès des femmes en âge de faire un enfant. On remarque aussi que dans les pays en voie de développement et surtout dans les campagnes, il n'y a pas des hôpitaux, dispensaires, centres de santé. Il y a 500 000 femmes qui meurent des complications de grossesse, car il manque de personnes de santé qualifiées, sages-femmes, infirmiers, médecins. Quel constat! Plus d'1 million d'enfants chaque année restent orphelins, alors que la vaste majorité des décès des femmes enceintes pourraient être évités. Les principales causes: le manque d'éducation, les croyances, les coutumes, les mariages précoces, le manque de personnel qualifié, le manque de moyens matériels, le manque d'argent, la peur des césariennes. Dans certains pays, les femmes ont peur de rester stériles après une césarienne, comme nous l'avons vu dans le film précédemment. Exemple positif. Au Pakistan, ils sont développés des cliniques ambulantes. En 3 ans, 850 000 femmes sont accueillies. En Égypte, 32 maternités ont été installées dans les campagnes, alors le nombre de naissances avec les personnes qualifiées a doublé. Alors, j'ai choisi ce thème-là, la violence contre les femmes au monde, parce que je trouve que c'est un sujet qui touche tout le monde, les pauvres comme les riches. Et je trouve que c'est pas normal qu'en 2011, il y a quand même tous les 3 jours qui meurent sous les coups de leurs compagnons. Oui, j'aimerais bien que ça change. Il faut se discuter, il faut parler avant de passer à la violence. Il faut vraiment protéger parce qu'il y a toute une famille, il y a aussi des enfants. Ma collègue et moi avons choisi de travailler sur le sujet de la violence. On est intéressé surtout à la violence conjugale faite aux femmes dans le monde. La violence contre les femmes est une des violations des droits humains et les plus répandues dans le monde. Malgré le progrès réalisé par l'OMD, l'inégalité envers les femmes persiste. Par exemple, 70% des femmes dans le monde sont très pauvres et 700 millions souffrent de la faim. Les femmes sont victimes de la discrimination et de la violence partout dans le monde. La violence faite aux femmes est la première cause de mortalité et d'invalidité de 16 à 44 ans en France. Une femme meurt tous les 3 jours de violence conjugale. 18,7 faits de violence conjugale pour 10 000 femmes en France. En 2008, 156 femmes sont mortes sous le coup de leurs compagnons, alors qu'en Espagne, il n'y a que 70. Au Maroc, 74% des femmes mariées sont victimes de la violence. Au Mali, la violence contre la femme, y compris la violence conjugale, c'est un phénomène courant et toléré. Environ 94% des femmes subissent la mutilation génitale. Au Cameroun, un sondage récent dit que 80% des femmes trouvent normal que les hommes soient violents. Les chiffres ne sont pas exacts, puisque beaucoup de femmes ont peur de la réaction de leurs compagnons et elles n'osent pas porter plainte malheureusement. Disputes, alcool, séparation, jalousie, pauvreté, traditions et coutumes. Il y a des violences physiques, coups, mutilations, agressions sexuelles, séquestration, meurtres. Il y a aussi des violences psychologiques, des insultes, chantages, menaces, humiliations et autres. Il y a aussi des violences comme le vol,
confiscation, etc. En France, pour stopper la violence conjugale, appelez le 3919. Des exemples positifs. En Afrique de l'Ouest, des villages entiers disent publiquement non à l'excision. Les exciseuses sont formées pour changer de métier. Les sariroses est le nom donné à un groupe de femmes vêtues de sari rose, aussi appelé le gang rose. Il a été créé en 2006 en Inde. Ce gang se compose de plusieurs milliers de femmes et de quelques hommes. Ces femmes défendaient leurs droits, très souvent bafouillés par les hommes en Inde, en usant de violences physiques. Leurs armes sont leurs bâtons de bergère, avec lesquels elles s'entraînent à l'autodéfense. Ce gang se regroupe toutes classes d'âge. Certaines femmes ont jusqu'à 70 ans. Les autorités du pays ont peur de ces femmes. Et plus, certaines lois sont votées en faveur des droits des femmes et certains hommes soutiennent le gang rose. Nous allons maintenant vous présenter un petit film illustrant de ce sujet. Qui s'appelle Les femmes en noir, qui s'est créé donc à Jérusalem en 1988, au début de la première intifada. Voilà, ce sont des femmes qui ont décidé de manifester en noir et en silence, en s'inspirant des pratiques d'autres femmes dans d'autres luttes dans le monde, comme les femmes sud-africaines contre l'apartheid, les mères et grand-mères de la place de Mai qui chaque semaine en Argentine manifestent pour leurs enfants et petits-enfants disparus. Ce mouvement se multiplie dans le monde. Ce groupe est devenu un mouvement international de femmes citoyennes du monde de diverses nationalités. Elles protestent dans leur pays contre la guerre, les conflits armés entre les peuples, le militarisme, la production et le commerce des armes, le racisme et toute forme de violence injuste. Également, au Kenya, on retrouve une organisation de femmes, Maendeleo, qui existe depuis 60 ans. Elle compte 2 millions d'adhérentes qui s'adressent aux femmes de toutes les classes sociales. L'objectif principal de cette organisation est d'améliorer au quotidien les conditions de vie et le statut des femmes, même là où, en raison des pesanteurs culturelles et sociales, les Kenyanes n'ont guère leur mot à dire. Il faut garder l'espoir et continuer à agir pour prolonger et continuer ce travail en se tenant informés et continuer à sensibiliser autour de nous, à signer des pétitions pour faire bouger les politiques, à nouer un partenariat avec des associations des femmes du Sud pour comprendre concrètement leurs problèmes, les actions qu'elles mettent en place sur le terrain, les soutenir et voir comment être solidaires. Poursuivre en 2011 ce travail, en 2011 par exemple sur la cause du travail des enfants, mais il faut aussi améliorer l'accueil dans les administrations et les services qui accueillent des femmes qui sont victimes de violences. Je voulais juste ajouter un complément au film qu'on vient de voir. Depuis la loi de 2009, les femmes qui sont victimes de violences et qui sont en situation irrégulière, elles peuvent porter plainte sans avoir à craindre d'être expulsées. Et les femmes qui sont en situation irrégulière et qui ont des enfants scolarisés depuis 5 ans ont droit à un titre de séjour, après avoir eu un premier récépissé de 1 an. Donc heureusement, les lois bougent et c'est dû justement aux personnes qui se font entendre et qui se mobilisent pour faire avancer les choses.